La page politique de cette édition du 7-8, je reçois ce soir sur le plateau Olivier Pareja. Bonsoir. Bonsoir. D'Europe Écologie, Les Verts, Yveline, pour parler du SDRIF, ce schéma régional d'aménagement. Ça va au-delà du département des Yvelines. Avant de tout vous expliquer, que ce soit bien clair, une première question de politique plus générale qui est liée forcément à l'actualité. Florence Lamblin, l'élue parisienne écologiste qui a été mise en examen après démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent de la drogue, a finalement démissionné lundi soir. Elle a aussi régularisé, on l'a appris aujourd'hui, sa situation fiscale. Est-ce que vous vous attendiez déjà à cette démission ? Je pense que c'était quelque chose qui était plutôt souhaitable, histoire qu'il n'y ait absolument aucun amalgame entre la position d'Europe Écologie Les Verts, aussi bien sur l'évasion fiscale. Donc il fallait que la séparation soit claire entre son cas personnel et celui du parti. Donc qu'elle ait démissionné, c'est plutôt une bonne chose. Après, la procédure suivra son cours et il y a sa présomption d'innocence par rapport au trafic de drogue. Effectivement, la procédure va suivre son cours, mais pour autant, est-ce que c'est un coup dur ? Est-ce que vous en parlez également au sein des militants écologistes dans le département, par exemple, même au-delà ? Nécessairement, ce serait difficile. C'est pas un sujet tabou, vous en parlez ? Ça a été un coup dur ? Ah oui, c'était un coup dur, nécessairement, puisqu'on en parle dans la presse, que c'est pas la meilleure image qu'on puisse donner du parti. Donc il est temps que cette affaire soit traitée, que clairement sa responsabilité soit établie par la justice et qu'on passe la page. C'était le mieux qu'elle démissionne. Tout à fait, tout à fait. Pour effectivement ensuite plus sereinement travailler et notamment parler du SDRIF. On va en parler à présent, c'est notre sujet principal ce soir. Les élus du conseil régional vont entamer demain, dès mercredi et jeudi, l'examen de ce SDRIF. Le terme est obscur et pourtant fondateur. C'est le schéma directeur de la région Île-de-France qui définit les orientations en matière, par exemple, de transport ou de logement. À quoi ressemblera l'Île-de-France en 2030 ? Pour mieux comprendre, ce reportage signé de notre confrère de VOTV, Florian Philippe. L'Île-de-France en 2030, ce sera plus de 60 nouvelles gares, 240 km de métro en plus, 70 km de RER prolongés et autant pour le tramway. Améliorer encore les transports en commun en Île-de-France, ce sera l'un des objectifs de Jean-Paul Huchon, le président de la région. Vous allez avoir des prolongations de lignes de métro et de tramway qui vont évidemment rapprocher les Franciliens de leur travail ou de leur logement. Et puis vous allez avoir autour des gares véritablement une urbanisation qui fait que globalement, aucun habitant ne sera à plus de 2 minutes d'une gare. Cette promesse d'améliorer encore la mobilité, c'est celle du nouveau schéma directeur de la région Île-de-France. Ce document dessine le visage de l'Île-de-France d'ici à 2030. À cette date, la région comptera davantage de logements. 70 000 seront construits tous les ans avec 30% de HLM. Et une ambition, construire autour des gares pour lutter contre l'étalement urbain et le gaspillage foncier. On a donc choisi en effet d'être plutôt sur une ville intense, c'est-à-dire que ce n'est pas la densité pour la densité qui nous intéresse, c'est la densité de qualité, c'est-à-dire que le francilien de 2030 puisse retrouver tout ce dont il a besoin, les espaces de respiration, le commerce, les écoles. Il ne faudrait pas qu'on construise et qu'on s'aperçoive qu'on n'a pas le bon niveau d'équipement par exemple. Je crois que ça doit se faire dans un double rapport, un rapport bien sûr région-collectivité, mais aussi collectivité et les franciliens, ceux qui ont à vivre au local cette intensité. La majorité régionale entend aussi encourager la création d'emplois. Jean-Paul Huchon table sur une croissance de 2,5% pour espérer créer 28 000 emplois franciliens supplémentaires chaque année. Pour parler de ce SDRIF, Olivier Pareja, donc membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts dans le département des Yvelines. 60 nouvelles gares, 70 000 logements construits tous les ans, dont 30% de logements sociaux. Ça va dans le bon sens pour vous ? Ah, tout à fait. La création de logements fait partie des objectifs d'Europe Écologie Les Verts. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait satisfaisant et de poursuivre cet engagement et surtout s'il y a du logement social. Pour autant, vous émettez des inquiétudes, des réserves. Est-ce que vous craignez c'est un développement économique trop important de cette région ? Alors, il y a le développement économique, mais il faut aussi se resituer en 2030. Donc le prix du pétrole va nécessairement continuer à augmenter, les ressources fossiles vont être de plus en plus rares. Donc en 2030, il va y avoir un enjeu important qui est de garder une localisation assez proche de l'agriculture et de pouvoir améliorer, pas rendre autonome l'Île-de-France qui aujourd'hui importe plus de 91% de sa nourriture, mais rendre l'Île-de-France plus autonome en termes d'agriculture de proximité. Donc pour ce faire, le fait de ne pas empiéter dans cette construction sur les espaces agricoles est quelque chose qui est également très important pour nous. Protéger ces espaces agricoles. Pour autant, Exactement. Il faut développer économiquement cette région. Ça va être difficile de concilier. Il va bien falloir trouver des terrains aussi pour construire et faire des choix. Tout à fait. Mais
la priorité que nous, on veut donner est le fait d'utiliser des terrains déjà urbanisés. Donc il y a des zones d'activité qui ne sont pas nécessairement extrêmement utilisées, il y a des friches industrielles, des choses comme ça. Donc avant d'utiliser des terres agricoles fertiles, comme par exemple sur le plateau de Saclay ou dans la plaine de Gonesse, l'idée c'est d'abord de densifier les zones urbaines existantes. Densifier, privilégier les constructions d'immeubles, de grands immeubles alors, par exemple? Non, pas nécessairement. C'est pas antinomique. Le fait de densifier, il reste à l'intérieur, on parle de dents creuses, il reste à l'intérieur des villes encore des espaces qui sont utilisables. Il y a des zones justement spécifiques auxquelles vous pensez, par exemple sur Saint-Quentin-en-Yvelines? Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, aujourd'hui, l'urbanisation qui est proposée par le SDRIF rajoute des pastilles d'urbanisation, donc là c'est des pastilles de 25 hectares d'urbanisation prioritaire. Donc il y en a quelques-unes qui sont à l'intérieur de l'agglomération telle qu'on la connaît aujourd'hui, entre Montigny et Trappes par exemple, sur Voisins, sur Guyancourt par exemple. Voilà, Montigny et Trappes, ce serait ce secteur-là, c'est celui-ci auquel vous pensez. Par contre, ce sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est par exemple les terrains de la minière. Donc les terrains qui sont entre Buc et Guyancourt, qui sont aujourd'hui des terres agricoles exploitées. Donc notre priorité est de continuer à avoir des exploitations agricoles de proximité dans ces zones-là. Alors avant l'été, c'était 6 zones de 25 hectares. On en voit les images de cette zone du côté de la minière à Guyancourt qui était ouverte à l'urbanisation. Aujourd'hui, seulement 2 zones seraient ouvertes à l'urbanisation. C'est déjà un premier pas. C'est déjà un progrès. Vous souhaitez aucune zone, j'imagine. Exactement. La position d'Europe Écologie Les Verts est assez claire. Il n'y a pas besoin. Guyancourt a déjà perdu énormément de terres agricoles au cours des dernières années. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de continuer sur ces terres qui sont en continuité du reste du plateau de Saclay et qui sont des terres qui sont extrêmement fertiles. Donc il n'y a pas nécessité à les urbaniser. Et là on parlait de ces zones du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines, du côté de Versailles, le camp de Satory également est l'objet de vos attentions. On pourrait densifier, requalifier cette zone pour la densifier. Tout à fait. Là c'est sur de la zone qui est déjà urbanisée, c'est pas des zones agricoles aujourd'hui, donc là il n'y a pas nécessairement de problème à urbaniser. Le besoin de logements sociaux est évident. Le SDRIF, élément fondateur pour une région qui sera étudiée dans quelques jours à la région, c'est un schéma particulièrement important parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le schéma de 1998 qui s'applique. Donc il y avait eu un SDRIF en 2008, mais qui n'a jamais été appliqué en raison de la loi du Grand Paris et du projet du Grand Paris qui était incompatible. Donc le SDRIF. Donc il y a un décalage complet aujourd'hui entre les urbanisations possibles, les prévisions de développement possibles. C'est pour ça que le fait d'avoir un SDRIF 2012 ou 2013, puisque le temps que toute la procédure se déroule, il sera adopté qu'en fin 2013, sera nécessairement un progrès pour la région. Ce sera un long processus que cet examen du SDRIF. Discussion pendant 2 jours au Conseil régional, 400 amendements déposés, 40 par Europe Écologie Les Verts, et ensuite enquête auprès des collectivités, enquête publique aussi pour une adoption fin 2013. Finalement, le calendrier est presque assez serré. Au-delà des discussions qui vont avoir lieu à la région, vous allez rester attentif, des mobilisations, participer aux enquêtes publiques également. Quelle sera la position de l'Europe Écologie Les Verts dans les prochains mois? Il y aura plusieurs étapes. Il y a la participation aux enquêtes publiques, bien entendu, et ensuite la participation au débat qui existera autour des révisions des PLU, puisque le SDRIF s'appliquera au plan local d'urbanisme des différentes communes, et donc au moment où la commune décidera d'urbaniser ou pas urbaniser une zone, on aura de nouveau la possibilité de s'exprimer. Le Front de gauche qui demande que cet examen, l'adoption du SDRIF, soit reportée. Vous partagez cet avis? C'est un document extrêmement compliqué. Effectivement, 400 amendements. Je ne sais pas si les conseillers régionaux vont arriver en 2 jours à les traiter tous, mais ils méritent d'être traités et que chaque cas soit étudié, comme le cas de la minière dont on parlait précédemment. Je vais également donner la position du groupe UMP. Sans que la réalisation du Grand Paris, ce schéma pour l'UMP devient caduc. L'UMP qui regrette aussi que Jean-Paul Huchon impose 30% de logements sociaux, là où la loi aujourd'hui en préconise 25%. Le groupe UMP qui estime qu'il y a un déséquilibre entre l'Est et l'Ouest de la région Île-de-France, l'Est étant plus favorisé en termes de développement économique. Puisqu'on parle de ce Grand Paris, justement, quelle est votre position sur ce super métro, ce métro qui doit traverser le plateau de Saclay? Alors la position d'Europe Écologie Les Verts est assez claire sur le métro. L'idée, c'est plutôt que d'inventer des nouvelles infrastructures de transport,
qui vont être coûteuses, sur lesquelles on ne sait même pas si on a le budget pour les faire, la priorité est d'améliorer l'existant. Donc nous sommes beaucoup plus favorables au fait de remettre en service et d'améliorer la tangentielle sud, c'est-à-dire la liaison du RERC qui existe aujourd'hui entre Juvisy, Versailles, Juvisy-Massy, Versailles, qu'on pourrait prolonger par exemple jusqu'à Saint-Quentin en Yvelines, qui permettrait une desserte sur des zones qui existent, sur une ligne qui existe déjà, ou le développement du transport en commun en site protégé sur le plateau de Saclay, qui est un projet qui existe depuis des années, peut-être 20 ou 30 ans. Donc nous sommes plutôt favorables à développer ce genre d'infrastructure, d'améliorer l'existant, de mettre une troisième voie sur la liaison vers Rambouillet par exemple, plutôt que de développer une nouvelle infrastructure. Et dans la commission du débat public à l'occasion du métro sur le plateau de Saclay, il a bien été remarqué que l'urbanisation actuelle ne justifie pas un métro. Donc si l'idée c'est de construire le métro pour, autour des gares, continuer à urbaniser sur l'emprise des terres agricoles aujourd'hui sur le plateau de Saclay, c'est nécessairement pas le schéma que nous préconisons. Le financement qui n'est pas encore assuré en plus pour tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser les besoins des Franciliens avant de développer l'infrastructure pour de nouvelles constructions, nouveaux projets sans financement. Une dernière question, dernière thématique que j'aimerais aborder avec vous, c'est le développement du nucléaire. Le gouvernement a décidé de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim. Alors ça nous éloigne des Yvelines, c'est en Alsace, ce sera d'ici la fin de l'année 2016. Pour autant, se pose la question des délais. L'autorité de sûreté nucléaire évoque un démantèlement qui pourrait prendre entre 20 et 25 ans. Des délais qui sont importants. En 2016, ça ne semble pas finalement pour demain, la fermeture de Fessenheim. Pour autant, il faut la fermer. Tout à fait. Mettre des efforts mais pour même pour arriver à maintenir Fessenheim en état de fonctionner sans danger pour toute la France, pour tous les gens habitant autour, il va falloir continuer à investir des millions pour maintenir en état cette centrale nucléaire. Donc même la question de 2016 pourrait être posée. Est-ce que ça vaut le coup d'investir autant pour, de toute façon, fermer en 2016 ? Donc peut-être qu'on pourrait fermer plus tôt et réinvestir cet argent pour autre chose et améliorer la filière de démantèlement qui va être une nécessité et qui peut être une reconversion très importante pour tous les gens qui travaillent aujourd'hui dans le nucléaire. Faut-il freiner le développement du nucléaire ? C'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin, en Yvelines, et puis vous pourrez réagir pour conclure juste après. Pour l'instant, non. Tant qu'on n'a pas trouvé d'énergie remplaçable, on la garde. On ne va pas retourner au charbon. Oui, si on a d'autres solutions. Si on n'a pas de solution plus valable, il faut mieux le garder. On sait ce qu'on a. C'est comme les femmes. On ne sait pas ce qu'on perd. Oui, parce que ça devient dangereux maintenant. Et on a toujours vécu jusqu'à début du siècle avec une énergie qui était propre. Et on n'a jamais eu de problème. Maintenant que l'énergie nucléaire a fait des catastrophes et des désastres, il vaut mieux revenir à l'ancien temps. En France, je ne vois pas qu'il y a tellement de problèmes, non. Dangerosité, mais de toute façon, on n'aura pas le choix. Quand il n'y aura plus de pétrole, il faudra bien faire autrement. Oui, parce qu'au niveau du recyclage, je pense que c'est un élément déterminant pour recycler, mais trouver des énergies alternatives moins chères que le nucléaire actuellement, je ne pense pas. Donc je pense que c'est un vaste débat. Pour nos enfants, il faudra trouver des alternatives concernant l'énergie nucléaire. Oui, parce que je trouve qu'il y a trop de risques. Après ce qui s'est passé, des fuites, je pense qu'il y a pas mal de risques. Pour l'instant, je ne pense pas, étant donné que les autres énergies ne sont pas au point pour l'instant, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque. Voilà pour ces réactions. Olivier Pareja, vous aurez le mot de la fin. Faut-il freiner le développement du nucléaire ? Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure, dans la séquence précédente, de la conférence de Négawatt à Manille-les-Hameaux. Il y a de nombreuses collectifs, associations qui ont proposé des plans alternatifs. Donc le fait qu'on puisse à terme, pas demain, mais dans 20, 30 ans, se passer du nucléaire, ça se prépare aujourd'hui. Donc il faut y penser et décroître progressivement aussi bien la consommation, c'est l'isolation des logements, c'est des choses de ce type-là, et progressivement développer des énergies alternatives. Merci d'être venu sur ce plateau, commenter notamment ce SDRIF dont nous parlions longuement au cours de cette séquence. Merci à vous. Merci. Le rappel des titres à présent, les sujets que nous avons abordés ce 23 octobre. Les conseillers régionaux, on en parlait il y a quelques instants, sont invités à se pencher
pencher dès ce mercredi sur l'étude du SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France. Un document essentiel pour définir les orientations en matière par exemple de logement ou de transport dans la région d'ici à 2030. Le SIAC gère le réseau d'assainissement de la Courance, englobe notamment les communes de Maurepas et de Coignères. Des travaux de rénovation sont en cours pour remplacer les plus anciennes canalisations qui datent d'une cinquantaine d'années. Une cérémonie a lieu tous les jours à 18h30 à Paris devant l'Arc de Triomphe en toute discrétion. L'allumage de la flamme du soldat inconnu. Des jeunes de Montigny et de voisins le Bretonneux viennent y participer. Le club de gymnastique rythmique de Maurepas et Lancourt a tenu à bien figurer à l'occasion des derniers championnats départementaux. C'était le premier rendez-vous de la saison et vous avez vu les images de la victoire de Manon Marin dans le Critérium Senior. C'est la fin de ce 7-8. Je vous retrouve demain, mercredi. Nous consacrerons une large partie de l'émission à l'avant-première de Star 80, la nouvelle comédie de Thomas Langman, le producteur de The Artist. Les acteurs seront à l'UGC de Montigny, le Bretonneux, ce mardi soir à 20h. Nous allons à leur rencontre. Les interviews seront à suivre dès demain à 18h. Seront présents notamment Richard Anconina ou encore Jean-Luc Lahaye, Peter Eslone, Mille et Images, toutes ces vedettes des années 80 que vous entendrez en interview dans le 7-8 dès demain soir, 7-8 édition spéciale Star 80. C'est la fin de cette édition du 7-8. Prochaine diffusion 19h, 22h30 et minuit. Internet pour revoir tous nos reportages et puis les réseaux sociaux aussi pour les commenter. Excellente soirée sur TV Fil.